Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une question assez délicate soulevée dans notre article. Est-ce qu'on peut vraiment commémorer la Grande Guerre, cette tragédie immense, à travers un jeu de société? L'idée peut surprendre, c'est sûr. Oui, c'est une question légitime, hein. Mais comme on l'a analysé dans l'article, le jeu de société aujourd'hui, c'est plus qu'un simple divertissement. C'est un vrai vecteur d'émotion en fait. Ah oui? Comment ça? Ça nous implique, on fait des choix, on ressent la tension, parfois l'empathie. On vit l'histoire de façon interactive, quoi. Pas juste en apprenant des dates. C'est ça qu'on a voulu examiner. Exactement. Et donc, notre article se penche sur 5 jeux spécifiques qui abordent 14-18, chacun à sa manière. L'idée, c'est de voir s'ils réussissent à être à la fois ludiques et respectueux. Alors, on commence. Allons-y. Le premier jeu, les poilus. Celui-là, il est particulièrement poignant, je trouve. C'est pas du tout un jeu de guerre classique. Non, c'est un jeu coopératif. De survie, en fait. Le but, c'est pas de gagner contre un ennemi, mais de tenir bon, ensemble, jusqu'à l'armistice. C'est ça. Et la mécanique de communication limitée, où on pose des cartes épreuves sans savoir ce que les autres ont, ça crée une tension vraiment palpable. Et puis, les dessins de Tinu, ça ajoute une vraie charge émotionnelle. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que l'ennemi, c'est le jeu lui-même. Le paquet de cartes coup dur, qui représente les dangers, le froid, les traumatismes. Pas une autre armée. Voilà. Ça met vraiment l'accent sur l'isolement, mais aussi sur la confiance indispensable entre les soldats. C'est très humain comme approche. Et ça se joue assez vite en plus. On change radicalement d'échelle et d'ambiance avec Scythe, le deuxième jeu de notre sélection. Lui, il se passe après la guerre, c'est ça, Jean? Oui, c'est ça. Dans une Europe de l'Est alternative, uchronique, comme on dit, dans les années 1920, avec une technologie un peu différente. Ah oui, ces fameux mecs géants. Le matériel est somptueux d'ailleurs. Mais dans l'article, on note que le combat est plutôt rare, non? Effectivement, c'est plus une sorte de guerre froide, de tension économique et territoriale. L'artiste Jakub Rosalki s'est inspiré de paysages ruraux polonais d'après-guerre. Et les mecs? Eh bien, ces mecs dieselpunk, un peu rouillés au milieu des champs, ils deviennent une métaphore visuelle très forte. Ils symbolisent les cicatrices laissées par la guerre, le trauma qui reste, même quand les armes se taisent. La difficulté de reconstruire, tout ça. Stratégique, mais disons sans se noyer dans des règles trop complexes, notre article suggère Quartermaster General 14-18. Ah oui, QMG 14-18. Très bon choix. Là, pas de dés. Tout est géré par des cartes, chaque pays a son propre paquet qui représente ses ressources, son potentiel industriel, humain. Et quand le paquet est vide, La nation s'effondre. C'est l'épuisement total. Et la mécanique clé, c'est prepare. Il faut préparer ses actions, ses offensives, un tour à l'avance. ça simule bien la lenteur, l'inertie de la guerre de tranchées, non? Cette guerre d'usure. Et sans rendre le jeu lui-même pénible ou lent. La tension, elle vient de la gestion de ce paquet de cartes. C'est un vrai compte à rebours pour chaque camp. C'est un excellent wargame, léger on peut dire, et il se joue bien en équipe. Bon, et si on veut vraiment plonger dans la stratégie pure et dure, le grand jeu épique? Là, notre article mentionne le monument Paths of Glory. Ah, Paths of Glory. Oui, là on est dans une autre catégorie. C'est la référence absolue pour deux joueurs sur la Première Guerre mondiale. Il couvre tout, tous les fronts, toute la durée de la guerre. Par contre, il faut avoir du temps devant soi, j'imagine. L'article parle de 6 à 14 heures de jeu. C'est un investissement, c'est clair, mais c'est une expérience incroyable. Il utilise ce qu'on appelle un système card-driven. Chaque carte, c'est un événement historique. Et on a le choix. Soit on déclenche l'événement, soit on utilise les points de la carte pour déplacer ses troupes, lancer une attaque. Donc chaque choix est crucial. Absolument. C'est un dilemme permanent. On ne se contente pas de pousser des pions sur une carte. On ressent le poids des décisions, l'impact de l'effondrement russe, l'entrée en guerre des États-Unis. C'est une immersion historique et stratégique très, très profonde. Bon, par contre, c'est niveau expert et le jeu est en anglais. D'accord. Et pour ceux qui seraient un peu intimidés par cette ampleur, est-ce qu'il y a une alternative plus ciblée? Oui, justement, notre article propose Verdu, 1916, en fer d'acier. Comme son nom l'indique, ça se concentre uniquement sur cette bataille terrible. C'est un jeu pour deux, un duel assez tendu où il faut gérer ses lignes, l'artillerie. Mais ce qui frappe surtout, c'est l'illustrateur, non?
Tardy. Exactement. Et c'est pas juste une illustration, c'est le cœur du propos en quelque sorte. Jouer à Verdu 1916, c'est comme si on dirigeait ses unités sur une planche de BD de Tardy. Son style graphique unique, très sombre, très cru. Ah, ça renforce le message. Voilà, ça transforme ce jeu de guerre, ce wargame, en une sorte d'œuvre anti-guerre. L'esthétique vient appuyer le message sur la brutalité, l'horreur des tranchées. C'est un jeu plutôt pour initier, mais c'est un exemple fascinant de dialogue entre l'art et la mécanique de jeu pour parler d'histoire. Donc, si on revient à notre question du début, celle posée dans l'article, est-ce que ces jeux banalisent la mémoire le 11 novembre? Finalement, au vu de ces exemples, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Je suis assez d'accord, ils ne banalisent pas, ils peuvent même donner corps à cette mémoire, la rendre plus active, plus engageante. Ils nous forcent à faire des choix, à ressentir la tension, le coût humain. C'est une approche différente. Une mémoire vivante, en quelque sorte. Oui, une manière moderne peut-être d'aborder ce devoir de mémoire en allant au-delà d'une commémoration qui peut parfois sembler un peu passive. Et ça soulève une dernière question intéressante pour la réflexion, je trouve. Laquelle? Façon abstraite comme ici. Ça modifie notre perception des événements? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à un apprentissage plus classique, via les livres, les documentaires? C'est une piste à creuser, non?